La pauvre petite fille chantait devant un restaurant de luxe pour payer le traitement de sa mère, jusqu'à ce qu'un millionnaire la voie et change sa vie. Le vent d'automne parcourait les rues étroites des faubourgs parisiens, soulevant les feuilles mortes en petites tornades silencieuses. Parmi les passants pressés, une silhouette frêle avançait d'un pas déterminé, son manteau trop grand flottant autour de ses jambes maigres. Camille, 8 ans à peine, portait dans une main une écharpe en laine rapiécée, et dans l'autre, un vieux chapeau qu'elle tenait contre sa poitrine comme un trésor fragile. Chaque matin, elle quittait le petit appartement qu'elle partageait avec sa mère malade, descendant les 4 étages à pied pour éviter de déranger les voisins ou de réveiller Élise, dont le sommeil était rare et agité. Le quartier où elle vivait n'apparaissait dans aucun guide touristique. Les façades décrépites, les commerces fermés, les escaliers grinçants, tout respirait la fatigue des années accumulées. Camille connaissait chaque fissure du trottoir, chaque carreau fêlé, chaque chat errant. C'était son monde, un monde gris qu'elle tentait d'illuminer par sa voix. Depuis que le diagnostic de sa mère était tombé, une maladie rare, complexe, longue à soigner et hors de prix, la fillette avait pris l'habitude de chanter dans les rues. C'était sa manière à elle de lutter, d'exister, de refuser le silence imposé par la maladie. Elle choisissait ses endroits avec soin, pas dans les rues trop bruyantes où sa voix serait noyée dans le vacarme des klaxons, pas non plus dans les quartiers trop pauvres où personne n'avait une pièce à lui offrir. Non, Camille avait compris que les abords des restaurants luxueux étaient les plus propices. Les clients riches, même distraits, laissaient parfois tomber une pièce ou deux. Certains levaient à peine les yeux, d'autres lui lançaient un regard gêné, presque coupable. Elle ne leur en voulait pas. Elle ne chantait pas pour attendrir, mais parce que c'était tout ce qu'elle savait faire. Sa voix, pure et cristalline, surprenait souvent ceux qui s'arrêtaient un instant. Elle chantait des mélodies anciennes, apprises d'Élise avant que celle-ci ne soit trop faible pour parler longtemps. Chaque chanson était une prière muette, un appel discret à l'aide, dissimulé sous les mots. Quand elle chantait, Camille oubliait l'humidité de ses chaussures, le froid qui mordait ses doigts, le vide de son estomac. Seule comptait la musique, cette magie éphémère qui semblait suspendre le monde pendant quelques secondes. Mais les passants étaient rares à s'attarder. À la sortie des restaurants, on parlait affaires, on riait trop fort, on appelait un taxi. Le chapeau de Camille, posé à ses pieds, contenait en fin de soirée à peine de quoi acheter du pain, quelques fruits et peut-être un médicament. Jamais assez pour une consultation, jamais assez pour un vrai traitement. Et pourtant, elle revenait chaque jour comme on revient à une promesse qu'on refuse de rompre. Dans le petit appartement, Élise passait ses journées entre le lit et le fauteuil, les paupières lourdes, les joues pâles. Elle ne se plaignait jamais. Quand Camille rentrait, elle lui offrait un sourire doux, un mot tendre, une caresse. Ensemble, elles comptaient les pièces, faisaient des choix impossibles, manger ou acheter un comprimé, chauffer la pièce ou payer un rendez-vous médical. La fillette ne posait jamais de questions. Elle comprenait tout sans qu'on le lui dise. C'était dans le silence des murs, dans le tic-tac du réveil fatigué, dans le regard d'Élise, que tout se racontait. Chaque matin, Camille espérait que ce jour serait différent, qu'un miracle, discret ou éclatant, viendrait briser la monotonie des efforts vains. Elle ne rêvait pas d'un château ni d'un prince, seulement d'un peu de chaleur, d'une table pleine, d'une mère debout. Mais les jours passaient, identiques, sans éclat ni surprise. Le trottoir devenait scène, refuge et prison à la fois, et pourtant, elle continuait. Ce soir-là, comme tous les autres, Camille prit sa place habituelle à l'angle de la rue Montmorency, près d'un lampadaire défectueux qui clignotait doucement. Elle ajusta son chapeau, tira sur ses manches, inspira profondément. Puis, la voix s'éleva, claire, fragile mais déterminée, entre les murmures du vent et le brouhaha découvert. Une chanson simple, presque oubliée, que sa mère lui chantait autrefois. Et dans l'indifférence générale, une petite fille chantait pour que le monde n'oublie pas qu'elle existait. Le froid de la nuit s'était installé sur Paris avec une précision presque cruelle. Le ciel, d'un bleu profond, ne laissait passer aucune étoile, seulement les reflets des néons et des lampadaires qui clignotaient comme des promesses lointaines et inaccessibles. Camille, avant de sortir, avait longuement observé sa mère dormir. Élise respirait difficilement, mais profondément. Un souffle encore vivant. Camille n'avait pas voulu la réveiller. Elle s'était contentée de caresser doucement ses cheveux avant d'attraper son chapeau
et d'ouvrir la vieille armoire. Là, suspendue sur un cintre de bois déformé, se trouvait sa robe bleue. Ce vêtement, cadeau d'un Noël déjà ancien, était le seul qu'elle considérait comme beau. Il avait perdu son éclat d'origine et l'ourlet s'effilochait, mais pour Camille, il gardait quelque chose de magique. Elle le portait rarement, uniquement les soirs où elle sentait qu'il fallait tout donner, comme si la robe pouvait elle-même convaincre les passants d'ouvrir leur cœur et leur portefeuille. Elle l'enfila lentement, replaça les coutures usées, lissa le tissu aussi bien qu'elle le pouvait, puis attacha ses cheveux en une queue simple. Un dernier regard dans le miroir fissuré du couloir lui confirma que, même dans sa simplicité, elle avait l'air d'une enfant qu'on remarque. Et ce soir-là, elle voulait être remarquée. Elle quitta l'immeuble en silence, descendit les escaliers avec la légèreté d'une ombre et se dirigea vers l'un des lieux les plus fréquentés du centre-ville, le quartier de la place Vendôme. Là, entre vitrines dorées et allées parfumées, se trouvait le Latour étoilé, un restaurant réputé pour sa cuisine fine et ses clients illustres. Camille n'y avait jamais mis les pieds, évidemment, mais elle connaissait l'endroit pour y être passée souvent. Les gens qui en sortaient ne ressemblaient pas à ceux de son quartier. Ils portèrent des vêtements chers, riaient fort, montaient dans de grandes voitures noires aux vitres teintées. Et elle savait que, même si elle ne comprenait pas tout de ce monde, il représentait une concentration de richesses qu'elle ne pouvait pas ignorer. Elle s'installa de l'autre côté de la rue, juste à la limite de la lumière projetée par les enseignes du restaurant. Ce n'était pas la place la plus chaude, mais c'était là que sa voix portait le mieux. Elle posa son chapeau avec soin, frotta ses mains pour les réchauffer, puis ferma les yeux un instant. Son souffle formait des nuages devant son visage. Quand elle rouvrit les paupières, elle inspira longuement et commença à chanter. Sa voix fendit le silence relatif de la nuit. Une chanson douce, une mélodie pleine de souvenirs, entonnée avec une intensité rare. Il y avait dans sa voix une tristesse silencieuse mais palpable, un besoin urgent d'être entendue, comprise, ressentie. Les paroles coulaient comme une rivière tranquille, s'élevant au-dessus des bruits de pas, des moteurs et des éclats de voix venant du restaurant. Les clients passaient devant elle, parfois la regardant à peine, souvent pas du tout. Une femme en robe rouge la dépassa sans un mot. Un homme au téléphone accéléra le pas en la croisant. Deux jeunes femmes la fixèrent un instant avant de détourner le regard avec gêne. Un serveur en tablier noir lui jeta un coup d'œil, puis retourna à l'intérieur, emportant un plateau vide. Mais Camille continua de chanter sans s'arrêter, sans trembler. Elle n'espérait plus vraiment qu'un miracle arrive. Elle voulait simplement donner tout ce qu'elle avait, vider son cœur dans l'air glacé de cette nuit-là. Chaque note qu'elle projetait semblait arracher un morceau de fatigue, une parcelle de douleur, un éclat d'espoir. Elle pensait à Élise, à ses yeux fatigués mais aimants, à ses mains qui avaient jadis caressé son visage après les cauchemars. Elle chantait pour cette femme-là, pour celle qui lui avait appris que même dans la misère, on pouvait choisir la dignité. À l'intérieur du Latour étoilé, les rires et les bruits de couverts masquaient presque tout, mais parfois, au moment d'un silence entre deux plats, on pouvait percevoir la voix claire de Camille flotter à travers les vitres. Pourtant, personne ne sortit pour l'écouter. Personne ne lui adressa un mot. La nuit avançait et la foule changeait. Certains dînaient tard, d'autres partaient tôt. Les voitures de luxe se succédaient devant l'entrée, déposant et récupérant leurs passagers, comme s'il s'agissait d'un ballet bien orchestré. Camille, de son côté, poursuivait son récital silencieux. De temps en temps, un client la remarquait enfin, approchait, déposait une pièce ou un billet dans son chapeau, murmurait un merci ou un courage, puis disparaissait aussitôt. Mais ces gestes étaient rares, presque mécaniques. Les heures passaient, ses pieds étaient glacés. Elle n'avait plus de sensation dans les doigts. Son ventre réclamait à manger, mais elle refusait de partir. Elle voulait terminer sa soirée comme elle l'avait commencée, avec fierté. Elle choisit alors une dernière chanson, celle que sa mère préférait. Une berceuse ancienne, dont les paroles parlaient d'un monde meilleur, d'un monde où les enfants n'avaient pas à chanter sous le froid pour survivre. Elle ferma les yeux et laissa sa voix s'élever une dernière fois, avec toute l'émotion qu'elle pouvait puiser dans son jeune corps fatigué. Au moment précis où elle entamait les dernières notes, une voiture noire s'arrêta lentement de l'autre côté de la rue. Une berline élégante dont les vitres teintées reflétaient les lumières du restaurant. Camille ne s'arrêta pas. Elle était trop concentrée, trop absorbée par sa chanson.
Mais de l'intérieur du véhicule, quelqu'un observait. Quelqu'un qui n'était pas venu ce soir-là pour l'écouter, mais qui, en entendant cette voix, sentit quelque chose se briser en lui, quelque chose qu'il pensait enfoui depuis longtemps. Camille, elle, ne voyait rien de tout cela. Elle termina sa chanson, rouvrit les yeux et regarda le chapeau à ses pieds. Il y avait là quelques pièces, 2 billets froissés et un silence trop lourd. Elle soupira doucement, puis se pencha pour ramasser son maigre trésor. Elle ne savait pas encore que cette nuit-là ne se terminerait pas comme les autres, que derrière une vitre, quelqu'un venait de l'écouter vraiment. Mais pour l'instant, tout ce qu'elle sentait, c'était le froid de la pierre contre ses genoux et le poids de l'impuissance sur ses épaules. La rue devant la tour étoilée était maintenant moins animée. Les clients s'étaient peu à peu retirés, laissant derrière eux un sillage de parfums chers, de conversations inachevées et de lumières tamisées. Camille était restée debout à la même place, le regard un peu perdu dans le vide, comme si elle guettait un dernier souffle de générosité avant de rentrer. Elle serrait les pans de sa robe bleue contre elle, consciente que la nuit devenait de plus en plus cruelle. Le tissu usé n'offrait plus aucune protection contre l'air glacial, mais elle refusait encore de bouger. Elle avait chanté avec tout ce qu'elle avait en elle, et même si le monde ne semblait pas l'avoir entendue, elle voulait rester debout, comme pour prouver à elle-même qu'elle n'abandonnerait pas. C'est alors que le vrombissement sourd d'un moteur attira son attention. Une voiture imposante aux lignes élégantes et à la carrosserie noire brillante ralentit à l'angle de la rue. Le véhicule s'immobilisa en douceur juste en face du restaurant, et durant un instant, Camille pensa qu'il s'agissait simplement d'un autre client pressé de rejoindre sa table. Mais ce qui suivit brisa l'automatisme de la scène. La portière s'ouvrit lentement, et un homme en descendit vêtu d'un manteau sombre parfaitement taillé, les cheveux légèrement ébouriffés, le regard déterminé. Il s'appelait Julien Moreau. 39 ans, figure reconnue du secteur technologique, fondateur d'une entreprise de logiciels devenue l'un des piliers de la cybersécurité européenne. Son nom apparaissait régulièrement dans les revues économiques, ses prises de parole étaient suivies avec attention, et son succès faisait de lui une cible constante pour les journalistes. Mais ce soir-là, Julien n'était pas l'homme des conférences ni des plateaux. Il était juste un homme fatigué, attendu à un dîner qu'il n'avait pas réellement envie de mener. Julien s'apprêtait à franchir les quelques mètres qui le séparèrent de l'entrée du restaurant lorsqu'une voix, fragile mais saisissante, capta son attention. Elle ne provenait pas d'un haut-parleur ni d'une salle voisine. C'était une voix vivante, nue, exposée au froid et à l'indifférence. Il s'arrêta, surpris par la clarté du chant qui résonnait encore, malgré le tumulte environnant. Il chercha l'origine du son, balayant la rue du regard jusqu'à ce que ses yeux tombent sur une petite silhouette vêtue de bleu, debout sur le trottoir d'en face. La robe attirait la lumière d'un lampadaire comme un rappel volontaire de l'effort consenti. La fille était jeune, trop jeune pour être seule à cette heure, trop jeune pour chanter avec autant de douleur dans la voix. Julien resta immobile. Il n'avait pas prévu ce moment. Il était venu pour un rendez-vous important, une discussion stratégique sur un projet d'expansion. Tout était planifié, chaque détail calculé, comme à son habitude. Mais cette voix le déstabilisait. Ce n'était pas simplement la musique qui l'arrêtait. C'était la sensation étrange que cette chanson n'était pas chantée pour lui et qu'en même temps, il ne pouvait plus l'ignorer. Il sentit quelque chose en lui vaciller, une sorte de déséquilibre intérieur qu'il n'avait pas connu depuis longtemps. Il n'y avait ni pitié ni attendrissement excessif, juste un blocage, comme si la rue, le froid, les lumières et cette voix avaient brusquement figé le temps. Camille termina son chant sans le voir. Elle ne regardait plus vraiment autour d'elle. Elle savait qu'il ne restait presque personne pour écouter. Quand elle rouvrit les yeux, elle aperçut l'homme de l'autre côté, planté là, regard fixé sur elle. Il ne bougeait pas. Elle ne savait pas s'il l'avait entendu vraiment, ou s'il l'observait simplement comme on observe un phénomène curieux. Elle ne baissa pas les yeux. Elle avait appris que l'on ne devait jamais avoir honte de ce qu'on faisait pour survivre. Elle le fixa à son tour, droite et silencieuse. Julien reprit lentement ses esprits. Il fouilla dans la poche de son manteau, en sortit un billet, traversa la rue sans mot dire et le déposa dans le chapeau posé à ses pieds. Camille baissa brièvement les yeux et vit le billet de 50 €, propre, plié, posé là comme un geste silencieux. Elle releva immédiatement le regard et lui dit un simple « merci » d'une voix claire, sans supplication.
sans chaleur forcée. Juste une gratitude sincère mais contenue. Julien hocha doucement la tête puis se retourna et entra dans le restaurant. À l'intérieur, le contraste fut brutal. La chaleur, le parfum des plats, les rires et les verres qui s'entrechoquaient formaient un monde presque irréel en comparaison avec ce qu'il venait de quitter. Il fut accueilli par le maître d'hôtel, installé à une table près de la baie vitrée, et rejoint quelques associés déjà présents. On lui parla d'objectifs, de prévisions, de chiffres. Il répondit, prit part à la conversation, mais ses pensées restaient ailleurs. Il avait l'impression d'avoir traversé un miroir, de se retrouver soudainement étranger à ce monde de luxe qui était pourtant le sien. Il ne comprenait pas encore ce qui l'avait tant troublé chez cet enfant, mais l'image de sa robe bleue et de ses mains rougies par le froid ne le quittait pas. Chaque fois qu'il essayait de se concentrer sur le repas, il la revoyait, debout, digne, seule. Le dîner se termina plus tard que prévu. Julien, malgré lui, s'était montré distrait, parfois absent. Il s'en excusa, prétextant la fatigue. Lorsqu'il sortit enfin du restaurant, il leva immédiatement les yeux vers le trottoir d'en face. Camille était toujours là, assise cette fois, recroquevillée, les mains dans les poches, le chapeau contre elle. Il traversa de nouveau lentement. Elle leva les yeux à son approche mais ne dit rien. Julien s'arrêta à une distance raisonnable, sans chercher à l'effrayer, sans mots superflus. Il resta là quelques secondes, silencieux, comme s'il cherchait une phrase qui ne viendrait jamais. Il remarqua ses yeux fatigués, les cernes sous son regard trop adulte pour son âge, et ses doigts légèrement tremblants. Il ne savait pas encore ce qu'il allait faire. Il ne savait même pas pourquoi il était revenu vers elle, alors qu'il aurait pu rentrer chez lui, oublier la scène et reprendre sa vie bien réglée. Mais ce soir-là, sous les réverbères parisiens, entre les ombres des clients partis et la voix qui résonnait encore dans sa mémoire, Julien comprit simplement qu'il ne pouvait pas tourner les talons. Pas cette fois. Julien ne savait pas depuis combien de temps il se tenait là, à observer la fillette sans dire un mot. Autour de lui, la rue reprenait son souffle. Le restaurant La Tour Étoilée avait fermé ses portes pour la nuit. Les derniers serveurs nettoyaient les vitrines, et les rares passants encore dehors marchaient vite, fuyant le froid de plus en plus mordant. Camille, de son côté, restait immobile. Elle semblait résignée, le regard posé sur un point vague au loin, comme si elle attendait qu'un signe quelconque lui dise qu'il était temps de rentrer. Sa petite silhouette, éclairée faiblement par le lampadaire clignotant, contrastait violemment avec la richesse du décor qui l'entourait. Julien finit par briser le silence en faisant un pas vers elle. Camille tressaillit légèrement, mais ne recula pas. Il se pencha doucement et ajouta un deuxième billet dans le chapeau qu'elle tenait encore serré contre elle. Cette fois, c'était 100 €. Puis, il se redressa, cherchant quelque chose à dire, mais les mots lui manquaient. Ce fut elle qui parla la première, les yeux levés vers lui, la voix basse mais ferme. « Vous êtes revenu ?» Il hocha la tête, surpris par la simplicité de cette phrase et surtout par la manière dont elle l'avait prononcée. Il y avait chez cet enfant une maturité qu'il ne s'expliquait pas. Elle ne semblait pas chercher à l'émouvoir, ni même à l'attendrir. Elle constatait un fait, sans jugement, sans attente. « Je ne pouvais pas partir comme ça », murmura-t-il. Elle le regarda, les sourcils légèrement froncés, comme si elle cherchait à comprendre ses intentions. Elle ne demanda rien. Elle n'essaya pas de le convaincre de quoi que ce soit. Elle resta là, droite, avec cette attitude fière qu'il avait déjà remarquée en elle. Une attitude qu'il connaissait bien parce qu'il l'avait lui-même portée des années auparavant, dans une autre ville, dans une autre vie. « Tu n'as pas froid ?» demanda-t-il après un moment. Elle haussa les épaules, un geste presque imperceptible. « Un peu, mais c'est normal. » Julien sentit une boule se former dans sa gorge. Il n'était pas préparé à ce genre de conversation. Il avait passé sa vie à gérer des crises financières, à négocier avec des investisseurs impitoyables, à prendre des décisions sous pression. Mais cet enfant, avec ses phrases simples et ses yeux immenses, le désarmait complètement. Il fouilla à nouveau dans son manteau, en sortit une paire de gants en cuir qu'il venait d'acheter dans l'après-midi et les lui tendit. Camille hésita, puis secoua la tête. « Ils sont trop beaux pour moi. »« Ce ne sont que des gants, » répondit-il doucement. Justement, elle n'avait pas dit cela avec ironie ni mépris, juste une lucidité désarmante. Julien ne sut quoi répondre. Il rangea les gants sans insister, respectant son refus, puis s'accroupit à sa hauteur. « Tu t'appelles comment ?»« Camille. » Il sourit.
Un prénom doux, ancien, qui allait parfaitement avec sa voix. « Tu es toute seule ici ?» Elle hocha la tête. « Ma maman est malade. Je chante pour acheter ses médicaments. Pas un mot de trop, pas de plainte, pas de larmes. » Elle disait cela comme on récite une vérité qu'on a trop répétée pour qu'elle fasse encore mal. Julien se sentit soudain minuscule devant elle. Il pensa à sa propre mère, à son visage amaigri, à ses mains tachées de fatigue, à sa voix qui l'avait encouragé à ne jamais s'arrêter, même lorsque tout semblait perdu. Il détourna un instant le regard pour chasser les images qui remontaient. « Tu veux que je t'aide à rentrer chez toi ?» Camille secoua la tête, puis se leva lentement. Elle ramassa ses quelques pièces, rangea les billets pliés avec soin dans la poche intérieure de sa robe, puis glissa son chapeau sous son bras. Elle ne disait pas non par méfiance. Elle disait non parce qu'elle avait appris à ne pas dépendre des autres. Julien le comprit sans qu'elle ait besoin de l'expliquer. « Tu habites loin ? Assez pour avoir mal aux pieds quand j'y arrive. » Il ne put s'empêcher de sourire devant cette réponse. Elle avait un sens de la formule étonnant pour son âge. Il hésita un instant, puis sortit son téléphone, composa quelque chose, et en quelques minutes, sa voiture, restée en double file, avança doucement jusqu'à lui. Le chauffeur en descendit, prêt à ouvrir la porte, mais Julien leva la main pour l'arrêter. « Camille, je ne veux pas t'imposer quoi que ce soit, mais si tu veux, je peux te raccompagner. Juste ça. » Elle le fixa longuement, pesant ses mots. Puis, finalement, elle acquiesça. « D'accord, mais je montre le chemin. » Julien ouvrit lui-même la portière, l'aida à monter sans précipitation, puis s'installa à ses côtés. Le silence dans la voiture fut d'abord total. Camille observait l'intérieur avec curiosité, mais sans exagération. Elle ne touchait à rien, gardait les mains sur ses genoux, droite comme une statue. Julien, de son côté, l'observait du coin de l'œil, impressionné par sa dignité. Il se força à ne pas lui poser trop de questions, respectant le silence qu'elle semblait préférer. Finalement, elle lui indiqua une série de directions, toujours d'un ton calme, presque professionnel. La voiture s'engagea dans des rues de plus en plus étroites, jusqu'à atteindre un immeuble décrépit, à la façade sale, aux escaliers sombres. Julien descendit avec elle. Camille l'arrêta d'un geste. « Tu n'as pas besoin de monter. Je sais, mais j'aimerais. » Elle le regarda longuement, puis haussa les épaules. C'est au 3e, sans ascenseur. Ils montèrent ensemble, les marches grinçant sous leurs pas. Arrivé devant la porte, Camille frappa doucement, puis entra. L'appartement était minuscule, presque vide. Une lampe posée sur une caisse en plastique éclairait faiblement la pièce principale. Sur un vieux canapé, une femme était allongée, les yeux mi-clos, la respiration lente. Elle tenta de se redresser en voyant Julien, mais Camille s'approcha immédiatement. « C'est bon, maman. Il m'a juste ramené. » La femme, Élise, acquiesça d'un faible signe de tête, puis regarda Julien avec une reconnaissance discrète. Il la salua poliment, puis recula d'un pas. « Je suis désolé de déranger. Je voulais juste être sûr qu'elle arrive bien. » Élise sourit faiblement. « Merci. Peu de gens prennent ce genre de peine. » Julien regarda autour de lui. Il vit les boîtes de médicaments empilées, la table bancale avec une tasse vide, les rideaux usés. Il comprit sans qu'on lui dise un mot de plus. Il comprit ce que Camille portait sur ses épaules, ce que cette famille affrontait en silence. Et il comprit que le simple geste de ce soir n'avait été qu'un début. Julien resta quelques instants dans l'entrée étroite de l'appartement, le regard accroché aux détails modestes qui dessinaient la vie de Camille et Élise. Les murs, écaillés par endroits, portaient les marques du temps et de l'humidité. Un petit chauffage d'appoint bourdonnait dans un coin de la pièce, tentant en vain de réchauffer l'atmosphère glaciale. Sur la table branlante reposait un carnet ouvert, des crayons de couleurs dispersés autour. Camille l'avait sans doute utilisé plus tôt dans la journée, entre deux sorties ou après une nuit difficile. À côté du carnet, une tasse vide, mal rincée, trahissait l'habitude de tout garder, de tout réutiliser, de ne jamais jeter ce qui pouvait encore servir. Julien, silencieux, regardait sans juger. Il avait grandi dans un décor similaire. Cela ne lui faisait pas peur, mais éveillait en lui un écho ancien, une mémoire qu'il avait trop longtemps enfouie sous des couches de réussite et de confort. Camille était allée dans la pièce d'à côté, sans doute pour changer de vêtements ou rapporter quelque chose à sa mère. Julien, debout près de la porte, se sentait presque de trop. Élise, allongée sur le canapé, semblait lutter pour rester éveillée. Sa peau pâle, ses traits tirés, sa voix basse. «
Tout en elle exprimait l'usure, mais aussi une certaine fierté, celle de ceux qui tiennent debout malgré tout. « Vous êtes un ami de Camille » demanda-t-elle doucement, avec un sourire qui ne trahissait aucune naïveté. « Non, pas vraiment. Je l'ai entendue chanter ce soir devant un restaurant, et je crois que je ne pouvais pas continuer mon chemin sans savoir pourquoi elle était là. » Élise hocha lentement la tête. Elle ne parut ni surprise ni gênée. « Elle ne vous a rien demandé, j'en suis sûr. Ce n'est pas son genre. » « Non, elle ne m'a rien demandé. Elle m'a juste chanté une vérité que je n'étais pas prêt à entendre. » La phrase avait jailli sans qu'il l'ait vraiment préparée. Élise l'observa en silence, comme si elle percevait au-delà des mots la fatigue qu'il portait lui aussi. Camille revint alors dans la pièce, vêtue d'un pull trop grand, les cheveux encore humides. Elle tenait une petite boîte en plastique contenant quelques sachets de thé. « Il en reste un, dit-elle à sa mère. Tu en veux ?» Élise refusa d'un geste doux. Camille se tourna alors vers Julien. « Vous voulez du thé? Ce n'est pas très bon, mais c'est chaud. »« J'en veux bien, répondit-il sans hésiter. Elle disparut de nouveau vers la petite cuisine, laissant Julien seul avec Élise. Un silence s'installa, mais ce n'était pas un silence gênant. Plutôt celui qui s'installe entre deux personnes, qui comprennent qu'il n'est pas nécessaire de combler chaque instant avec des mots. « Je ne veux pas de votre pitié, » dit Élise d'un ton calme. Julien leva les yeux vers elle, surpris par la clarté de cette déclaration. « Ce n'est pas ce que je ressens. Alors je vous remercie, parce que la plupart des gens, quand ils voient Camille chanter dans la rue, pensent qu'elle est exploitée ou qu'elle mendie. Mais ce qu'elle fait, c'est un choix. Notre seul choix. » Julien hocha la tête lentement. « Elle chante avec une telle force, ce n'est pas un simple passe-temps. C'est comme si elle portait quelque chose à travers chaque note. » Élise ferma les yeux un instant. Je lui ai appris à chanter quand elle était toute petite. C'était notre échappatoire. Quand la douleur devenait trop forte, quand l'électricité était coupée, quand le frigo était vide, on chantait. Ça ne remplit pas l'estomac, mais ça aide à rester humain. Julien ne répondit pas tout de suite. Il pensait à toutes les fois où il avait, lui aussi, cherché un moyen d'échapper à la réalité. Les livres, les chiffres, l'ambition. Chacun sa méthode. Camille revint avec 2 tasses tièdes. Elle en tendit une à Julien qui l'accepta avec gratitude. Elle s'assit ensuite près de sa mère, posant la main sur celle d'Élise. Le geste était discret, mais révélateur d'un lien profond, d'une solidarité tissée par l'épreuve. « Je n'aime pas chanter dehors, dit-elle soudainement, sans détourner le regard. Je préfère quand c'est ici, à la maison. Mais maman a besoin de soins et les aides ne suffisent pas. Alors je chante, parce que je sais que c'est la seule chose que je fais bien, et que parfois les gens écoutent. » Julien but une gorgée de thé, essayant de masquer l'émotion qui montait en lui. Il ne voulait pas faire de promesses qu'il ne tiendrait pas. Il ne voulait pas leur offrir un espoir fragile. Mais il savait déjà qu'il ne pourrait pas quitter cet appartement sans agir. « Tu sais, Camille, moi aussi j'ai grandi dans un endroit comme celui-ci. Ma mère était seule, malade. Elle faisait tout ce qu'elle pouvait pour que je mange, pour que je dorme un peu au chaud. Elle ne chantait pas, mais elle avait une force que je retrouve en toi et en elle. » Il jeta un regard vers Élise, qui baissa les yeux, visiblement émue. Camille, elle, le regardait fixement, comme si elle pesait ses mots avant de les croire. « Alors pourquoi tu fais tout ça maintenant ?» demanda-t-elle. « Pourquoi tu travailles? Pourquoi tu réussis? » « Parce qu'un jour, quelqu'un m'a aidé. Pas avec de l'argent, juste avec du respect. Et ça m'a changé. » Le silence revint, mais il était chargé cette fois d'un poids nouveau. Camille regarda sa mère, puis Julien, puis de nouveau sa tasse. Elle la posa, se leva, et alla ranger discrètement le chapeau contenant les pièces et les billets dans une boîte en métal. Un geste routinier, presque cérémonial. Julien comprit que pour elle, ce n'était pas seulement de l'argent. C'était le fruit d'un combat. Quand il se leva pour partir, Élise lui tendit la main avec difficulté. Il la serra doucement, conscient de la fragilité derrière cette poignée. Camille l'accompagna jusqu'à la porte. Avant qu'il ne sorte, elle le fixa de ses grands yeux sombres. « Tu vas revenir ?» Il ne répondit pas tout de suite. Il voulait être sûr de ses intentions. « Si tu veux bien, oui, je reviendrai. » Elle ne sourit pas. Elle hocha simplement la tête, puis referma la porte derrière lui. Dans l'escalier, en descendant lentement, Julien sentait le poids de cette rencontre s'imprimer en lui. Ce n'était pas de la compassion, ce n'était pas de la pitié. C'était une responsabilité qu'il n'avait pas prévue, mais qu'il ne pouvait pas ignorer. En sortant dans la nuit fraîche, il leva les yeux vers le ciel sans étoiles
et sut, sans la moindre incertitude, que cette histoire ne faisait que commencer. La nuit était froide, mais Julien ne la sentait plus. En remontant dans sa voiture, il resta un long moment sans parler, les mains posées sur le volant, le regard figé sur la façade défraîchie de l'immeuble qu'il venait de quitter. Le silence dans l'habitacle était complet, interrompu seulement par le faible bruit du moteur en veille. Il ne donnait aucun ordre à son chauffeur. Il n'avait pas envie de rentrer tout de suite. Il avait besoin de rester là, à digérer ce qu'il venait de vivre. Ce n'était pas une scène anodine. Ce n'était pas une simple rencontre entre un homme riche et une fillette des rues. Quelque chose s'était produit, une fissure, un déplacement invisible, mais réel. Et ce mouvement, il le connaissait. Il l'avait déjà ressenti. Cela venait de loin. Il ferma les yeux. Les souvenirs n'avaient pas besoin d'être convoqués. Ils surgissaient d'eux-mêmes, comme s'ils n'avaient jamais vraiment disparu. Il revoyait la cuisine étroite de son enfance, à Lyon, le carrelage abîmé, les murs jaunis par le temps, la vieille cafetière qui sifflait tous les matins alors que sa mère préparait son énième journée de travail. Elle enchaînait les heures comme d'autres en fil des perles. Ménage tôt le matin dans un hôtel, cuisine dans une cantine scolaire le midi et repassage à domicile le soir. Elle n'avait jamais levé la voix, jamais baissé les bras. Son visage était marqué, son dos courbé, mais ses gestes restaient précis, organisés, comme si chaque minute comptait. Et elle comptait, en effet. Chaque heure travaillée, chaque centime gagné était une victoire sur l'injustice, une manière de dire à la vie qu'on ne plierait pas si facilement. Julien, à l'époque, ne comprenait pas tout. Il savait seulement qu'il devait se débrouiller, ne pas faire de bruit, apprendre vite, et surtout ne jamais se plaindre. Il avait grandi avec cette idée ancrée. Se plaindre était un luxe. Il n'y avait pas de place pour les caprices ni pour les faiblesses. Il se souvenait des soirs d'hiver où il n'avait pas de chauffage, où il faisait ses devoirs sous 3 couches de vêtements, les doigts engourdis. Il se souvenait aussi des matins où sa mère partait avant le lever du soleil et revenait quand la lune était déjà haute. Elle tombait dans le canapé, les chaussures encore aux pieds, et s'endormait sans même manger. Il se souvenait du jour où elle s'était évanouie en pleine rue, vidée de toute énergie, le corps trahi par des années de fatigue accumulée. Le diagnostic était tombé sans appel. Elle avait une maladie auto-immune rare, incurable, mais traitable avec des soins constants. À ce moment-là, Julien avait 13 ans. Il avait compris dans un silence qui valait toutes les promesses qu'il devrait se battre. Non pas pour vivre mieux, mais pour survivre, pour empêcher que sa mère ne disparaisse sous le poids de ses sacrifices. Il avait commencé à travailler dès qu'il en avait eu l'âge. Cours particuliers, petits boulots, réparations informatiques pour les voisins. Chaque euro était mis de côté. Il n'avait pas de loisirs, pas de vacances, pas d'insouciance. Mais il avait une mission. Ce passé, qu'il avait toujours gardé sous contrôle, revenait maintenant en surface avec une clarté douloureuse. Camille n'était pas lui, bien sûr. Chaque histoire est unique. Mais dans ses gestes, dans son regard, dans la manière dont elle protégeait sa mère sans attendre rien de personne, il retrouvait ce qu'il avait été. Cette lucidité brutale de l'enfant, trop vite confronté à la réalité. Et cette fierté, ce refus d'être réduit à une caricature de la misère, ce rejet de la pitié. Il avait vu tout cela en elle, et c'est ce qui l'avait désarmé. Il se souvenait aussi de ce professeur de lycée, un homme discret, aux chemises toujours froissées, qui lui avait tendu un jour un formulaire de bourse pour intégrer une prépa réputée. Julien avait d'abord refusé, par méfiance, par instinct de protection. Il ne croyait pas aux aides, mais le professeur avait insisté, non pas avec des promesses, mais avec une simple phrase. « Tu n'as pas besoin de permission pour mériter mieux. » C'était ce jour-là, peut-être, que tout avait commencé à changer. L'aide n'était pas tombée du ciel. Elle avait été le fruit d'un regard sincère posé sur lui, sans condescendance. Et ce regard, il le retrouvait aujourd'hui dans la manière dont il observait Camille. Le chauffeur, ne recevant toujours pas d'instructions, finit par se retourner. « On rentre, monsieur Moreau ?» Julien ouvrit les yeux, revint au présent. « Non, pas encore. Faites-moi faire un tour dans le centre. » La voiture se remit en marche lentement. Julien observait les rues, les vitrines illuminées, les passants pressés. Tout lui semblait irréel. Ce monde dans lequel il avait réussi, qu'il avait bâti à force de volonté, n'avait pas changé. Mais lui, ce soir, ne le regardait plus avec les mêmes yeux. Il se sentait tiraillé entre deux réalités,
comme si son passé et son présent se heurtaient sans parvenir à coexister. Il pensa à Élise. Elle lui rappelait sa propre mère dans sa résilience. Il avait été frappé par la clarté de son esprit, la maîtrise avec laquelle elle décrivait sa situation sans se perdre en lamentations. Il avait senti chez elle une forme de dignité rare, presque désarmante. Elle n'avait pas supplié, elle n'avait pas imploré. Elle avait seulement affirmé son besoin de ne pas être perçue comme un poids. Et cela, plus que tout, avait renforcé son désir de ne pas rester simple spectateur. Julien n'avait jamais été impulsif. Dans les affaires, il calculait tout. Mais ce soir, il savait que s'il rentrait chez lui sans agir, il trahirait quelque chose en lui, quelque chose d'essentiel. Camille ne devait pas devenir une anecdote, une rencontre marquante que l'on évoque lors d'un dîner pour illustrer un propos. Elle n'était pas un symbole. Elle était une enfant avec une voix, une histoire, une urgence. Et cette urgence, il la reconnaissait. Elle lui parlait dans une langue qu'il n'avait pas oubliée, même après toutes ces années. Alors, tandis que la voiture avançait lentement dans les rues désertes, Julien prit une décision. Il ne savait pas encore comment il allait formuler sa proposition, ni même si elle serait acceptée. Mais il savait qu'il ne pouvait pas laisser cette situation suivre son cours naturel, parce que ce cours naturel, il le connaissait trop bien. Il menait à l'épuisement, au renoncement, à l'injustice, et il avait désormais le pouvoir de changer au moins une trajectoire. Ce pouvoir, il ne le voulait pas pour briller ni pour se racheter. Il le voulait parce qu'il savait ce que cela signifiait, dans le silence d'un appartement froid, d'attendre sans savoir si quelqu'un viendrait. Le passé n'était pas revenu pour le hanter. Il était revenu pour lui rappeler pourquoi il avait tout construit. Et ce rappel, ce soir-là, dans cette voiture qui tournait lentement dans les rues parisiennes, résonnait comme une vérité qu'on ne pouvait plus ignorer. Le matin suivant, Julien se leva sans attendre la sonnerie de son réveil. Il n'avait pas réellement dormi. Les images de la nuit précédente s'étaient succédé sans relâche dans son esprit. Camille, debout dans le froid, chantant face à l'indifférence. Élise, allongée sur ce canapé trop étroit, luttant pour offrir un minimum de stabilité à sa fille. L'appartement glacé, les murs nus, les médicaments alignés comme des témoins silencieux d'une lutte quotidienne. Ce n'était pas de la pitié qui l'avait empêché de dormir. C'était la conscience aiguë de sa propre responsabilité. Il pouvait faire quelque chose. Il avait les moyens, le réseau, la liberté de proposer plus qu'une aumône. Et il savait qu'il ne pouvait pas rester dans le rôle passif de celui qui observe avec tristesse, mais retourne à sa vie dès que l'émotion se dissipe. Il prit une douche rapide, enfila des vêtements simples, bien loin de ses costumes sur mesure, puis descendit dans la cuisine où il prépara lui-même un thermos de chocolat chaud. Il demanda à son chauffeur de le conduire de nouveau vers le quartier où vivait Camille. Sur le chemin, il s'arrêta dans une boutique de vêtements. Il connaissait peu les tailles d'enfants, mais il choisit un manteau chaud neutre et des gants assortis, des vêtements pratiques, sans marque visible ni extravagance. Il n'était pas là pour offrir du luxe, mais de la dignité. Il voulait que Camille ait de quoi se protéger du froid, sans attirer l'attention ni se sentir différente. Lorsqu'il arriva devant le même trottoir, le décor n'avait pas changé. Le lampadaire clignotait toujours. Les passants se pressaient avec les yeux baissés et la ville poursuivait son rythme insensible. Mais Camille n'était pas là. Julien attendit quelques minutes, observa les alentours, puis demanda au chauffeur de l'attendre. Il traversa la rue, hésita un instant, puis se dirigea à pied vers l'immeuble où il l'avait accompagné la veille. Il monta les marches deux à deux, comme s'il craignait qu'elle disparaisse avant qu'il n'arrive. Il frappa doucement. Ce fut Élise qui ouvrit, les traits tirés mais éveillés. Elle le regarda avec une surprise discrète, sans animosité. « Bonjour », dit-il calmement. « Je suis désolé de venir sans prévenir. Je voulais juste… »« Camille n'est pas là », répondit-elle aussitôt. Elle est sortie tôt, elle a dit qu'elle voulait reprendre sa place. Julien acquiesça lentement, comprenant que la fillette ne se laissait pas facilement détourner de ses objectifs. Il tendit alors le sac contenant les vêtements. « Ce n'est pas grand-chose. Je me suis permis de lui prendre de quoi se couvrir. Il fait de plus en plus froid. » Élise prit le sac sans le regarder immédiatement. Elle le posa sur une chaise, puis invita Julien à entrer. L'intérieur de l'appartement était toujours aussi modeste, mais une couverture avait été ajoutée sur le canapé, et la lampe fonctionnait encore. « Je n'ai pas grand-chose à vous offrir, » dit-elle en s'asseyant, « mais je peux vous écouter. » Julien hésita à parler.
Il n'était pas venu avec un discours préparé. Il n'était pas en train de négocier une fusion, ni de présenter un projet à des investisseurs. Il était là, simplement, parce qu'il avait compris que son silence coûterait trop cher. « J'ai réfléchi toute la nuit », finit-il par dire, « et je ne veux pas que Camille retourne chanter dans la rue, pas parce que c'est honteux ou indigne, au contraire, ce qu'elle fait est admirable. Mais ce n'est pas une solution, ce n'est pas à elle de porter ça. » Élise le regarda sans répondre. Il poursuivit, « Je voudrais proposer autre chose, quelque chose de concret, qui ne soit ni de la charité, ni une faveur. J'ai les moyens de l'aider à étudier la musique dans un bon cadre. J'ai des contacts, des écoles, des professeurs qui pourraient faire d'elle une musicienne si elle le veut vraiment. Et pour vous, je pourrais vous proposer un travail adapté à votre santé, à distance, à votre rythme. Il ne s'agit pas de dépendre de moi, mais de vous permettre de reconstruire une vie digne avec des bases solides. » Le silence qui suivit fut long. Élise fixait ses mains posées sur ses genoux, les doigts entrelacés, le souffle régulier. Elle ne semblait pas troublée, ni émue, mais concentrée. Elle pesait chaque mot, chaque proposition, chaque implication. Lorsqu'elle leva les yeux vers Julien, son regard était clair. « Vous comprenez que j'ai passé des années à dire non, à refuser l'aide des associations, des voisins, de la famille. J'ai toujours voulu que Camille voie que l'on peut se débrouiller, même avec peu. Je comprends. Mais ce que je propose, ce n'est pas une échappatoire. C'est une voie nouvelle. C'est vous donner les moyens de faire encore mieux. Et surtout de permettre à Camille d'être une enfant, au moins un peu. Elle a le droit d'avoir un avenir. » Élise se leva lentement, marcha jusqu'à la fenêtre, regarda la rue en contrebas. Elle resta un moment ainsi, puis soupira profondément. Elle est plus forte que moi, vous savez. Parfois, je la regarde et je me demande où elle trouve tout ça. Elle mérite mieux. Je ne veux pas qu'elle pense que la survie est une fin en soi. Julien hocha la tête. Il connaissait cette pensée. Il l'avait eue lui aussi, à propos de sa mère. Ce mélange de reconnaissance et de frustration, cette envie de faire plus, de faire mieux, de sortir du cycle. Un bruit de pas dans l'escalier interrompit leur échange. La porte s'ouvrit sans frapper. Camille entra, essoufflée, les joues rougies par le froid. Lorsqu'elle vit Julien, elle s'arrêta net. « Tu es revenu ?» Elle ne posa pas la question. Elle constata une nouvelle fois. Julien se leva, lui tendit le thermos de chocolat chaud qu'il avait apporté. Elle l'accepta sans mot dire, s'assit sur le canapé, ouvrit le couvercle et en but une gorgée. « C'est meilleur que le mien, dit-elle en relevant les yeux. Julien sourit mais ne répondit pas tout de suite. « Ta mère et moi parlions d'un projet. Pour toi. » Camille le regarda, puis se tourna vers Élise. « Qu'est-ce qu'il a dit ? Il veut t'aider à étudier la musique, dans une vraie école, avec des vrais professeurs. Et il veut m'aider à reprendre une activité. Travailler depuis ici. » Camille resta immobile, les doigts serrés autour du thermos. Ses yeux allèrent de sa mère à Julien, sans émotion visible. Puis elle demanda simplement, « C'est une promesse ou une idée ?» Julien répondit aussitôt, « C'est une promesse, si vous l'acceptez. » Camille ne répondit pas. Elle regarda sa mère, qui hocha la tête doucement. Il n'y eut pas de grande déclaration ni de larmes, seulement ce moment suspendu, où l'on comprend que quelque chose vient de changer. Et dans le silence qui suivit, il y avait plus de vérité que dans 1000 discours. Les jours qui suivirent furent remplis d'un calme étrange, un calme qui n'avait rien à voir avec le repos, mais qui ressemblait à cette tension suspendue entre deux périodes d'orage. Élise, depuis l'offre de Julien, oscillait entre prudence et espoir. Elle n'avait pas accepté immédiatement. Elle avait besoin de temps pour évaluer chaque détail, pour se convaincre que cette main tendue n'était pas une illusion. Quant à Camille, elle restait silencieuse. Elle n'avait pas demandé de détails, ni posé de questions. Mais son comportement avait légèrement changé. Elle ne chantait plus dans la rue. Elle passait plus de temps à lire, à s'entraîner seule dans le salon avec un vieux clavier qu'un voisin lui avait offert des années auparavant. Les chansons qu'elle fredonnait n'étaient plus des appels à l'aide. Elles avaient un autre ton, plus intérieur, comme si elle se préparait à un futur qu'elle n'osait pas encore nommer. Julien, fidèle à ses promesses, revint 3 jours après sa proposition. Cette fois, il arriva avec un ordinateur portable sous le bras et une pile de dossiers qu'il posa délicatement sur la table branlante de l'appartement. Élise l'accueillit avec un hochement de tête réservé, mais moins distant que lors de leur première rencontre. Il s'assit sans faire de commentaires sur le désordre ambiant
ni sur l'odeur de médicaments qui imprégnait l'air. Il ouvrit l'ordinateur, configura une connexion sécurisée, puis lui montra l'interface d'un logiciel simple qu'il avait fait adapter spécialement pour elle. Vous n'aurez qu'à répondre aux mails, trier des données et gérer les retours clients. Rien de technique, c'est flexible. Vous pourrez travailler 1 heure, 2 ou pas du tout si vous ne vous sentez pas bien. Élise resta un instant sans bouger. Elle regardait l'écran, puis ses mains, puis Julien, comme si elle s'attendait encore à une condition cachée, un piège dans les lignes du contrat verbal. « Et si je ne suis pas à la hauteur ?» demanda-t-elle. « Alors on ajustera. Ce n'est pas un test, c'est un début. » Camille, assise sur le rebord de la fenêtre, ne disait rien. Elle observait sa mère avec intensité, comme si elle cherchait à déceler dans son attitude le moment précis où la peur laisserait place à l'acceptation. Julien ne la pressa pas. Il sortit ensuite un second dossier et le posa à côté du premier. Pour Camille, j'ai pris contact avec l'école municipale de musique du 9e arrondissement. Ils sont prêts à lui faire passer une audition, pas pour l'évaluer comme une professionnelle, juste pour lui permettre d'entrer dans une classe adaptée à son niveau, avec un vrai professeur. J'ai insisté pour que ce soit un programme souple, sans pression. Elle pourra apprendre à son rythme. Élise le regarda longuement. Puis elle tourna les yeux vers sa fille. « Camille, tu veux essayer ?» La fillette ne répondit pas tout de suite. Elle descendit lentement de la fenêtre, s'approcha de la table, observa les dossiers, puis leva les yeux vers Julien. « Et si je n'ai pas le niveau? Si je suis juste bonne pour chanter dans la rue? Alors tu continueras à chanter, répondit-il. Mais tu sauras pourquoi. Tu choisiras de le faire, et pas parce que tu n'as pas d'autre option. » Elle réfléchit quelques secondes, puis acquiesça d'un mouvement lent. C'était dit sans enthousiasme apparent, sans éclat d'émotion, juste avec cette gravité propre aux enfants qui ont appris à ne jamais trop espérer. Julien, pour sa part, savait que ce hochement de tête signifiait beaucoup plus qu'il n'y paraissait. Il rassembla ses affaires, laissa l'ordinateur en place et promit de revenir le lendemain avec le professeur chargé de l'audition. Une fois la porte refermée, le silence revint dans l'appartement. Mais ce n'était plus le silence du désespoir. C'était un silence neuf, étrange, inconfortable. Celui d'un espace où l'on recommence à espérer, sans savoir comment s'y prendre. Élise resta un moment assise devant l'ordinateur fermé. Elle ne l'avait même pas encore touché. Camille s'approcha, posa la main sur son épaule. « Tu crois qu'il va vraiment tenir parole ? Je crois qu'il a déjà commencé à le faire. » Le soir venu, Élise tenta d'ouvrir l'ordinateur. Elle mit plusieurs minutes à comprendre le fonctionnement, à se connecter, à naviguer dans les dossiers. Camille, couchée sur le canapé, l'observait d'un œil mi-clos. Sa mère n'avait jamais utilisé ce genre d'outils. Tout était nouveau, les icônes, les menus, les fenêtres qui s'ouvraient sans prévenir. Elle cliquait lentement, lisait chaque phrase, s'arrêtait pour prendre des notes sur une feuille volante. Mais elle n'abandonna pas. Elle poursuivit, ligne après ligne, guidée par cette détermination qu'il avait portée toutes ces années, même dans la solitude et la douleur. Le lendemain matin, Julien revint, ponctuel. Il n'était pas seul. À ses côtés marchait une femme d'une 50aine d'années, au regard doux et à la voix posée. Elle s'appelait Marianne, professeure de chant et de solfège, passionnée par l'enseignement auprès des jeunes. Camille l'observa avec méfiance. Marianne ne tenta pas de l'impressionner. Elle la salua simplement, lui tendit une feuille avec quelques notes et lui demanda si elle acceptait de chanter quelque chose de son choix. Camille choisit une chanson qu'elle connaissait par cœur, une mélodie lente, sans virtuosité, mais profonde. Elle la chanta sans trembler, sans chercher à en faire trop. Sa voix, dans ce petit salon, semblait habiter chaque recoin de l'espace. Quand elle termina, Marianne resta silencieuse quelques secondes, puis hocha la tête. « Tu as quelque chose. Ce n'est pas encore maîtrisé, mais c'est vivant. C'est sincère. » Camille baissa les yeux sans sourire. « Ça veut dire que je peux entrer dans ton école? Ça veut dire que je veux t'y entendre souvent, et que j'ai hâte de voir jusqu'où tu peux aller. » Pour la première fois, un léger sourire effleura les lèvres de Camille. Pas un sourire éclatant, mais un début de reconnaissance. Elle comprenait que ce qu'elle portait en elle n'était pas seulement un outil de survie, mais peut-être aussi un véritable talent, une voix. Après leur départ, l'appartement retrouva son calme. Le silence n'était plus douloureux. Il était habité. Élise tapait doucement sur le clavier, concentrée sur son premier vrai email professionnel. Camille, assise près d'elle, recopiant les paroles d'une nouvelle chanson dans un vieux cahier. Entre elles, plus de mots n'étaient nécessaires.
Quelque chose avait changé. Un mouvement avait commencé. Pas une révolution, pas un miracle, mais un glissement. Lent, réel, irréversible. Et dans cet appartement froid et modeste, un avenir commençait à s'écrire. Lettre après lettre, note après note. Le lundi suivant, le ciel de Paris était gris, uniforme, sans la moindre lumière traversant les nuages. Il ne pleuvait pas, mais l'air était chargé d'humidité, cette sensation pesante qui colle aux vêtements et imprègne les murs. Dans l'appartement de Camille, le chauffage soufflait faiblement, rendant l'atmosphère à peine supportable. Élise, installée à la table de la cuisine, répondait à des courriels professionnels avec lenteur mais assurance. Elle prenait son rôle au sérieux. Chaque tâche accomplie semblait un acte de résistance contre les années de dépendance, contre le poids du silence et de la douleur. Elle ne disait pas qu'elle était fatiguée, même quand ses mains tremblaient légèrement. Elle ne s'arrêtait que lorsqu'elle n'arrivait plus à se concentrer. Puis elle fermait les yeux quelques minutes avant de reprendre. Camille, elle, revenait d'un petit cours particulier avec Marianne qui avait décidé de l'initier aux bases du solfège avant la rentrée officielle. Elle avait marché seule, ses partitions sous le bras, concentrée. À chaque pas, elle sentait que quelque chose en elle s'ouvrait, une curiosité, une énergie nouvelle. Ce n'était pas de l'excitation, mais une forme d'attention intense au monde qui l'entourait. Elle commençait à écouter différemment les sons, à distinguer les rythmes, à ressentir la musique au-delà des mots. Ce jour-là, Julien avait prévu de passer en fin de journée. Il arriva les bras chargés de 2 sacs, dans l'un des provisions simples, légumes frais, riz, quelques conserves. Dans l'autre, un petit lecteur audio et une série d'enregistrements qu'il avait demandé à Marianne de lui recommander. Il entra dans l'appartement comme s'il en faisait déjà partie, sans grand cérémonial, sans attendre d'approbation. Élise le salua d'un simple mouvement de tête, et Camille le regarda avec cette neutralité qui masquait mal l'intérêt qu'elle lui portait désormais. « Comment ça va aujourd'hui » demanda-t-il en posant les sacs sur le plan de travail. « On avance » répondit Élise. Lentement mais sûrement. Il sourit. Puis, après un moment de silence, il se tourna vers Camille. « J'ai écouté ce que Marianne m'a envoyé. Tu progresses vite. » Elle haussa les épaules. « Je travaille. C'est ce qu'on fait quand on veut quelque chose, non ? Justement. Je voulais vous parler d'un projet, dit-il en se tournant vers Élise. Il sortit un dossier de sa sacoche, le posa sur la table. À l'intérieur, quelques pages dactylographiées, des schémas, une présentation simple mais précise. Ce que vous avez commencé ici, ce n'est que la surface. Mais je pense que ça peut aller plus loin. J'ai discuté avec mes associés et j'aimerais vous proposer un contrat à moyen terme. Pas un contrat d'assistance. Un vrai contrat de travail, avec un salaire fixe adapté à vos capacités. Vous pourriez superviser une petite équipe de gestion à distance et former d'autres personnes dans votre situation. Ce serait un modèle nouveau, flexible, mais structuré. Élise resta figée. Elle lut rapidement les premières lignes du document, puis releva les yeux. « Pourquoi vous feriez ça? Pourquoi aller aussi loin ?» Julien ne chercha pas à embellir sa réponse. « Parce que je sais que vous êtes capable, et parce que je veux investir dans des personnes, pas dans des apparences. » Camille, restée silencieuse jusque-là, fronça les sourcils. « Et moi, je fais quoi dans tout ça? Toi, tu fais ce que tu fais déjà, tu apprends. Mais j'aimerais te proposer autre chose aussi. Une sorte de parrainage. Un programme que je pourrais financer pour t'accompagner sur plusieurs années, pas seulement pour les cours de musique, mais pour tout ce qui pourrait te construire. Voyages culturels, échanges avec d'autres jeunes artistes, rencontres avec des musiciens. Tu resterais libre de refuser ou de quitter à tout moment. Ce ne serait pas un engagement obligatoire, juste une opportunité. » Camille baissa les yeux vers ses mains. Elle les observait comme si elle pouvait lui donner une réponse. Puis elle demanda sans lever la tête, « Et si je ne suis pas à la hauteur? Si je déçois tout le monde? Alors tu apprendras, et personne ne t'en voudra. » Le silence qui suivit fut plus lourd que d'habitude. Élise parcourait encore les documents, essayant de comprendre toutes les implications. Camille s'était levée, marchait lentement dans la pièce, songeuse. L'air était devenu plus dense. Ce n'était plus une conversation anodine. C'était un moment où les lignes de leur vie pouvaient basculer. « Je ne veux pas d'un conte de fées, » dit Élise d'une voix basse. « J'ai trop vu de promesses qui finissent par disparaître. Je veux quelque chose de réel, de durable. Je veux que Camille ait le droit d'échouer, de tomber, sans que tout s'effondre autour d'elle. »
C'est exactement pour cela que je vous propose ça, pour construire une structure, pas une exception. Julien se leva, fit quelques pas vers la fenêtre, observa les toits gris de la ville. Il avait l'air plus tendu qu'à l'accoutumée. Ce qu'il proposait, il le savait, allait au-delà d'un simple acte de générosité. C'était un engagement, un choix moral et concret. Il ne voulait pas sauver, il voulait bâtir avec elle. Camille revint vers la table, observa de nouveau les papiers, puis leva les yeux vers sa mère. « Tu crois qu'on peut y arriver ?» Élise ne répondit pas tout de suite. Elle se leva, approcha de sa fille, la prit par les épaules doucement. « Je ne sais pas, mais je crois qu'on ne peut pas refuser d'essayer. » Julien referma la sacoche, s'apprêta à partir. Il ne voulait pas forcer leur décision. Il savait qu'il fallait leur laisser l'espace de réfléchir, de douter, de confronter la peur au désir. Avant de franchir la porte, il se tourna vers elles une dernière fois. « Prenez le temps qu'il faut. Je reviendrai quand vous serez prête. » Puis il sortit, laissant derrière lui un appartement rempli d'un silence nouveau. Un silence plein de possibilités, d'incertitudes, mais aussi, pour la première fois depuis longtemps, de projets. Ce fut une nuit d'insomnie comme Élise n'en avait pas connu depuis longtemps. Elle resta allongée dans le canapé, les yeux fixés sur le plafond fissuré, les bras croisés sur sa poitrine. Chaque minute, chaque idée, chaque projection tournait dans sa tête sans relâche. Elle repensait aux années d'efforts pour tenir bon, à toutes les décisions prises avec prudence, aux sacrifices consentis pour protéger Camille du pire. Et maintenant, une proposition sérieuse se trouvait sur la table. Une chance réelle, construite avec méthode, sans grandiloquence, mais aux conséquences immenses. C'était à la fois effrayant et tentant. Elle ne doutait pas de Julien. Il avait prouvé sa constance, son respect, son engagement. Mais elle doutait d'elle-même, de sa capacité à reprendre les rênes de quelque chose d'aussi structurant, de sa force physique pour assumer un rôle plus grand que celui qu'elle s'était permis jusque-là. Ce n'était pas la peur de l'échec qui la retenait, c'était celle de tout perdre si elle échouait. Encore une fois. Dans la pièce voisine, Camille dormait d'un sommeil agité. Depuis la visite de Julien, elle n'avait presque pas parlé. Elle avait lu les documents avec attention, posé quelques questions, écouté sa mère avec sérieux, mais sans formuler d'avis définitif. Elle semblait attendre une décision collective, comme si ce choix devait être assumé à deux. Et en vérité, c'était le cas. Leur vie ne se construisait pas l'une sans l'autre. Depuis des années, chaque décision avait été partagée, discutée, parfois même tacitement prise dans le regard de l'autre. Au matin, alors que le soleil peinait à percer le voile nuageux, Élise prépara du café avec les gestes lents de ceux qui savent que chaque mouvement compte. Camille entra dans la cuisine sans un mot, s'assit à la table, les bras croisés. Le silence était lourd, mais il n'y avait pas d'hostilité. Seulement cette attente calme, attentive, que seules les familles habituées à survivre savent entretenir. « Je pense qu'on doit dire oui », finit par dire Élise en déposant une tasse devant sa fille. Camille leva les yeux. « Tu es sûr ?»« Non, je ne serai jamais sûr, mais je suis fatigué d'avoir peur. » Camille prit la tasse, la serra entre ses mains sans boire. Puis, d'une voix posée, « Moi aussi, j'ai envie d'essayer, même si ça fait peur. » Elles se regardèrent longuement. Il n'y eut ni effusion ni étreinte. Ce n'était pas leur manière de communiquer. Mais dans ce silence chargé, tout était dit. Elles avaient choisi. Ce serait un oui, un vrai. Un oui sans condition mais avec vigilance. Un oui lucide. Julien fut prévenu par un simple message. « Nous acceptons. À bientôt. » Il ne répondit pas immédiatement. Il laissa passer quelques heures, puis se rendit lui-même à l'appartement. Il apporta avec lui un contrat simplifié pour Élise, une feuille de route pour les premières semaines de travail et une lettre d'admission officielle de Camille à l'école municipale de musique. Lorsqu'il entra, il sentit immédiatement que l'atmosphère avait changé. Il n'y avait plus cette tension de l'attente, mais une forme de calme décidé. Il serra la main d'Élise, salua Camille avec un hochement de tête, puis posa les documents sur la table. « Rien n'est figé, dit-il. Tout peut être ajusté. C'est un partenariat, pas un don. »« On sait, » répondit Élise, « et on est prête à faire notre part. » Julien détailla les prochaines étapes. Pour Élise, une période d'essai de 3 mois avec un accompagnement par visioconférence, un point hebdomadaire et des formations simples en ligne. Pour Camille, une semaine d'intégration à l'école,
un entretien avec la direction, un test d'orientation musicale non noté et la possibilité de suivre certains cours à domicile jusqu'à ce qu'elles se sentent prêtes à rejoindre un groupe régulier. Tout était conçu pour s'adapter à leur rythme, pas pour les contraindre. Quelques jours plus tard, Élise reçut son premier virement. Ce n'était pas une somme extraordinaire, mais c'était un revenu stable, déclaré, sécurisé. Pour la première fois depuis longtemps, elle put aller à la pharmacie sans compter chaque centime. Elle put acheter un repas complet sans devoir sacrifier un produit pour un autre. Elle put respirer un peu. Camille, de son côté, franchit les portes de l'école avec prudence. L'entrée était modeste mais propre, avec une odeur de vieux bois et de papier. Les couloirs étaient calmes, les voies feutrées. Marianne l'attendait à l'accueil, lui tendit un badge avec son prénom inscrit en lettres capitales et l'accompagna jusqu'à une salle d'essai. Là, un piano, une chaise, quelques partitions. Rien d'impressionnant. Mais pour Camille, c'était un autre monde. « Tu peux t'asseoir », lui dit Marianne. « Tu ne seras pas noté. Tu es là pour découvrir. Tu as le droit de ne pas savoir. » Camille s'approcha, posa son cahier sur la table et s'assit. Elle regarda les touches du piano comme on regarde une mer inconnue. Puis elle posa doucement ses doigts, hésita et joua quelques notes. Ce n'était pas parfait. C'était même maladroit, mais c'était à elle. Et ce moment, aussi simple soit-il, était le premier d'une série. À l'appartement, Élise continua à travailler. Elle s'appliquait, notait tout, se corrigeait elle-même, posait des questions au superviseur. Elle n'avait pas la rapidité des jeunes recrues, mais elle avait une rigueur que peu possédaient. Ses rapports étaient clairs, ses observations précises. Elle ne trichait pas, elle construisait, un jour après l'autre. Le soir, elle se retrouvait à table. Elle mangeait mieux. Elle parlait plus. Elles avaient des horaires, des projets. Camille racontait ses cours, ses exercices, ses hésitations. Élise parlait de ses réunions, de ses tâches, de ses erreurs corrigées. Elle riait parfois, pas souvent, mais elle riait. Et c'était nouveau. Julien, de son côté, restait présent, mais discret. Il n'intervenait que lorsqu'on le sollicitait. Il suivait les progrès, envoyait des ressources, coordonnait les soutiens. Il ne cherchait pas à être un sauveur. Il était un relais, un levier, un lien. Le oui avait tout changé. Non pas par magie, non pas en effaçant le passé, mais en ouvrant une voie, en redonnant du poids à chaque choix, à chaque effort. Et dans ce nouveau quotidien, ni parfait, ni simple, mais réel, Camille et Élise découvraient ce que signifiait vivre autrement. Non plus survivre, mais avancer, ensemble. Le jour où une vidéo de Camille chantant devant la tour étoilée fit le tour des réseaux sociaux, fut une matinée comme les autres, jusqu'à ce que le téléphone d'Élise ne se mette à vibrer sans arrêt. D'abord un message de l'école, quelqu'un avait reconnu la voix de Camille, avait vu la scène sur Instagram, puis un appel d'un journaliste local, maladroit, hésitant, qui voulait en savoir plus. Élise posa le téléphone, le cœur battant. Elle savait que ce moment finirait par arriver, mais elle ne l'avait pas désiré. Elle craignait l'exposé, la pitié publique, la caricature. Camille, assise dans la cuisine, entoura ses genoux de ses bras, observant sa mère, prête à défendre son histoire. Les articles commencèrent à apparaître en fin de matinée. Un quotidien de quartier d'abord, un petit encadré avec une photo floue de la fillette devant le restaurant, le titre simple « Une voix dans la nuit ». Puis un blog musical reconnut le talent, parla de son timbre, de son émotion. Rapidement, la radio locale en fit mention dans ses bulletins d'information. L'effet boule de neige prit forme. Les gens écrivaient des commentaires, partagèrent le lien. Certains critiquaient la mise en lumière d'un enfant dans la rue, d'autres s'émouvaient, d'autres encore louaient Julien pour son rôle discret mais déterminant. Julien reçut des notifications sur son téléphone. Un photographe voulait faire un portrait, une présentatrice de télévision lui demandait une interview. Il prit le temps d'écrire un message simple à Élise. « Si tu veux, on peut contrôler ce que les gens verront, je peux aider. » Élise lut, hésita, puis lui répondit « Je ne veux pas que Camille soit exploitée, ni qu'on la regarde comme une œuvre de charité. Elle est juste une enfant qui chante. » Julien comprit qu'il fallait agir avec soin. Ce jour-là, Camille resta silencieuse depuis qu'elle avait entendu les bruits. Elle hésitait entre la peur d'être jugée et la fierté de voir son nom apparaître. Lorsqu'à midi, un photographe frappa à la porte, car les journalistes avaient retrouvé son adresse, Élise le fit entrer après avoir posé une condition. Pas de photos retouchées, pas de contexte pitié, juste la vérité.
que l'on voit ce qu'elles étaient, mais aussi ce qu'elles pouvaient être. Camille accepta, la voix tremblante, le regard franc. L'interview eut lieu dans le salon. Le journaliste posa des questions, certaines maladroites, d'autres délicates. Camille parla de sa mère, de ses cours, de ses rêves. Elle ne pleura pas. Elle ne mit pas en scène la misère. Elle raconta. Élise resta assise à ses côtés, mesurant chaque mot, protégeant sa fille des exagérations, des drames médiatiques. Julien resta en retrait, silencieux, attentif à ce qui était partagé, signifiant son accord ou ses réserves par un regard ou une phrase courte. Dans l'après-midi, la vidéo originale fut repostée par une page suivie par des milliers de personnes. Le message accompagnant disait « Une voix d'enfant porte ce que beaucoup ignorent ». Les réactions affluèrent. Admiration, générosité, mais aussi critique. Certains dénoncèrent la visibilité soudaine. D'autres mirent en doute la sincérité. Certains questionnèrent le rôle de Julien, bienfaiteur ou profiteur d'une belle histoire. Étonnamment, ces débats ne firent pas fuir Camille ni Élise. Elles avaient déjà traversé des jugements bien pires. Camille passa l'après-midi à lire les commentaires. Elle vit des larmes virtuelles, des encouragements, des dons promis, mais aussi des jugements. Pourquoi ne pas aller à l'école dès maintenant? Ça et pourquoi autoriser cela? Et la vie privée? Mais elle vit surtout des messages de jeunes musiciens, de professeurs, de parents disant « Continue, ta voix est belle, tu mérites d'être entendu ». Elle sentit que quelque chose changeait. Le soir venu, Julien les emmena dîner. Ce fut une sortie simple, un petit bistrot non loin, le genre de lieu modeste, chaleureux. Il voulait que ce moment soit pour Camille et Élise, non pour des témoins. Pendant qu'elle parlait du jour passé, des regards, des mots lus, Julien écoutait. Il ne parlait pas de la presse, ou peu. Il demanda juste « Est-ce que ça t'a fait peur ?»« Un peu », répondit Camille. « Est-ce que ça t'a reposé ?»« Pas reposée, mais différente, dit-elle. Comme si ma chanson pesait moins quand je vois que des personnes veulent m'écouter, pas juste déposer de l'argent. » Élise sourit, fatiguée mais vraie. Elle dit « J'ai compris qu'on ne peut pas éviter les critiques. Mais ce qui compte, c'est de les décider nous-mêmes, de décider ce qu'on montre, ce qu'on garde. Vous m'avez aidé à chanter sans honte, dit Camille. Pas que je sois vue, mais que ma voix compte. » Julien les regarda, dans la lumière douce du bistrot, et sut qu'un seuil avait été franchi. L'histoire n'était plus uniquement celle de la survie, elle devenait celle d'une reconnaissance. Non pas d'une admiration spectaculaire, mais d'une acceptation de ce qu'elles étaient, de ce qu'elles faisaient, de ce qu'elles voulaient devenir. La presse continua à parler. Le lendemain, un journal national publia un article long, illustré d'une photo de Camille au piano à l'école. Titre « Une promesse tenue » ou quelque chose de ce genre. L'article évoquait le passé, certes, mais surtout les effets du soutien, les cours, le travail de sa mère, la vie qui change jour après jour. Julien fut cité, non comme héros mais comme celui qui a tendu la main. Élise fut citée, femme forte, voix claire. Camille, enfant, rêveuse, travailleuse. Ce qui frappa dans les lignes publiées, c'est que très peu parlaient de pitié. Beaucoup parlaient de potentiel. Beaucoup soulignaient que ce qui changeait, ce n'était pas seulement l'aide, mais la manière de la donner, de préserver la dignité, de permettre à Camille de rêver, d'espérer, non seulement de demander. Et ce récit-là, bien raconté, toucha. Des lecteurs envoyèrent des dons, d'autres des offres de stage musical. Des paroles de soutien furent envoyées de partout. Mais surtout, Camille et Élise gardèrent leur autonomie. Elles décidèrent ce qu'on montrait, ce qu'on gardait privé, ce qu'on partageait, ce qui fit la différence. Quand le soir tomba, elles rentrèrent ensemble à l'appartement. Camille révisa ses partitions. Élise relut ses emails. Le silence qui régna ce soir-là était moins lourd que d'habitude. C'était un silence apaisé par la conviction que leur voix, leur histoire, n'étaient pas des objets médiatiques, mais des réalités humaines. Et malgré les regards extérieurs, elles avaient choisi leur chemin. Ce soir-là, elles dormaient non pas avec l'angoisse de toujours, mais avec le sentiment de ne plus être seules. Le lendemain matin, alors que la presse continuait de relayer l'histoire, une invitation inattendue parvint à Élise. Une émission de radio culturelle souhaitait interviewer Camille en direct, dans un cadre bienveillant, sans polémique, pour parler de son parcours, de son lien avec la musique et de la façon dont elle percevait l'élan de solidarité dont elle faisait désormais l'objet. Élise lut le message 2 fois,
hésita, puis en parla à Camille dès son retour de l'école de musique. La jeune fille l'écouta sans réagir. Elle ne semblait ni surprise ni intimidée. Après un long silence, elle répondit simplement « D'accord, mais je veux dire ce que je pense, pas ce qu'ils attendent. » Julien, informé de la décision, proposa de les accompagner pour veiller à ce que l'entretien soit respectueux. Il connaissait bien les dynamiques médiatiques et savait qu'une intention bienveillante pouvait vite se transformer en spectacle déguisé. Camille, fidèle à sa posture intérieure, accepta sa présence mais posa une condition claire. « Je réponds moi-même. Je ne veux pas qu'on parle pour moi. » Ce fut dit sans arrogance, avec la sincérité tranquille d'une enfant qui avait trop vu pour laisser les autres réécrire son vécu. Le studio de la radio se trouvait dans un quartier tranquille, au cœur du 14e arrondissement. À leur arrivée, l'accueil fut chaleureux, discret, sans agitation. Le présentateur, un homme d'une 50aine d'années, au ton posé, expliqua à Camille qu'elle serait libre de dire ce qu'elle voulait, qu'aucune question piège ne serait posée. Elle hocha la tête, s'installa face au micro, mit le casque sur ses oreilles. Élise et Julien prirent place dans la cabine d'écoute derrière la vitre. L'entretien débuta par un court résumé du parcours de Camille, basé sur les articles récents. Le présentateur ne s'attarda pas sur les difficultés, évitant l'écueil du pathos. Il aborda ensuite la question de la viralité de la vidéo. « Camille, tu as vu que ta chanson dans la rue a touché beaucoup de gens. Comment tu expliques ça ? » ?»« Je ne sais pas. Je ne chantais pas pour être vue. Je chantais parce que j'en avais besoin, parce que c'était ce que je savais faire pour aider maman. Je ne pensais pas que les gens écouteraient un jour autrement. Et maintenant que tu es dans une école avec des professeurs, comment tu vis ce changement ? C'est différent. Là-bas, on ne me regarde pas comme une fille qui a souffert. On me regarde comme une élève. Parfois je suis bonne, parfois non. Mais on me donne le droit d'essayer. Beaucoup de personnes ont salué l'aide de Julien Moreau. Tu veux nous dire ce que tu en penses ? Camille tourna légèrement la tête vers la vitre où Julien l'observait, puis fixa de nouveau le micro. Il n'a pas fait ça pour les caméras. Il m'a écouté. Il n'a pas dit que j'étais courageuse ni que j'étais une petite héroïne. Il m'a demandé ce que je voulais faire. Et il a aidé maman à sourire à nouveau. Pour moi, c'est ça qui compte. Le silence qui suivit cette déclaration dura quelques secondes. Dans la cabine technique, le régisseur marqua un temps, puis hocha la tête lentement. Le présentateur reprit, visiblement touché. « Camille, tu es encore très jeune, mais tu parles avec une grande clarté. Est-ce que tu te vois chanter plus tard ? Est-ce que c'est ton avenir, tu crois ? Je ne sais pas. J'aime chanter. Mais ce que j'aime surtout, c'est quand les gens se taisent pour écouter. Ça, c'est ce que j'aimerais faire toujours. Créer ce silence où les gens oublient leurs pensées. » L'interview continua quelques minutes encore, avec des questions sur ses goûts musicaux, ses compositeurs préférés, les chansons qu'elle aimait interpréter. Camille répondit avec précision, sans prétention, mais avec une sincérité qui désarmait. Elle ne cherchait pas à plaire. Elle disait ce qu'elle pensait, sans détour. À la sortie du studio, une journaliste l'attendait sur le trottoir. Elle avait écouté l'émission, voulait faire un portrait plus intime pour un magazine culturel. Élise refusa d'abord, mais Camille l'interrompit doucement. « Si c'est moi qui écris ce que je veux dire, je veux bien. » La journaliste accepta la proposition. Le soir même, Camille écrivit un petit texte que Julien l'aida à relire pour corriger les fautes d'orthographe sans en changer le contenu. Dans ce texte, elle expliquait que la musique avait été sa maison quand elle n'en avait plus, que la rue lui avait appris le courage et que l'école lui offrait maintenant une forme de liberté. Elle y écrivait aussi en conclusion « On m'a aidé à me relever, pas à oublier, et je n'ai pas envie d'oublier. Je veux juste marcher autrement. » Le texte fut publié quelques jours plus tard, tel quel, sans modification. Il fut lu des milliers de fois, partagé sur plusieurs plateformes, utilisé même comme support pédagogique dans certains cours de français. Les lecteurs saluèrent la sobriété du ton, la lucidité, l'absence de plainte ou d'apitoiement. Beaucoup dirent que ces lignes leur avaient rappelé que l'aide véritable ne consiste pas à parler à la place des autres, mais à leur tendre un micro. Julien reçut de nombreuses demandes d'interview à son tour, mais il en refusa la majorité. Il accepta un seul entretien, dans lequel il expliqua que son rôle n'avait pas été d'imaginer un destin pour Camille, mais de lui permettre de choisir le sien. Il affirma que ce qui l'avait touché, ce n'était pas le besoin, mais la manière dont elle y faisait face. Il insista sur l'importance de sortir du modèle de la bonne action spectaculaire pour revenir à une idée simple.
Quand on peut aider quelqu'un à se relever avec respect, on le fait. Sans attendre de remerciements, sans construire une image autour. Dans l'appartement, la vie reprenait un rythme tranquille. Élise continuait de travailler avec une constance exemplaire. Camille poursuivait ses cours, écrivait de nouvelles chansons, certaines légères, d'autres graves. Les soirs étaient calmes, ponctués de musique, de lecture, de discussions simples. La médiatisation n'avait pas changé leur quotidien, mais elle avait ajouté une couche de reconnaissance silencieuse. Plus personne ne les regardait avec pitié. On les regardait avec respect. Et cela changeait tout. Un dimanche matin, Camille reçut une lettre manuscrite envoyée par une jeune fille de sa région qui écrivait « Merci de m'avoir donné le courage de chanter à mon tour. Je pensais que c'était inutile. Mais ta voix m'a fait comprendre que parfois, il suffit d'une chanson pour ouvrir une fenêtre. » Camille garda cette lettre dans son cahier de musique. Elle ne répondit pas. Mais elle continua d'écrire, de chanter, de grandir. Non pas pour devenir un symbole, mais parce que désormais, elle savait que sa voix avait une place, pas au-dessus des autres, juste une place parmi les vivants. Plusieurs années avaient passé depuis cette nuit froide où Camille chantait devant un restaurant sans savoir que sa voix allait changer le cours de sa vie. Ce soir-là, elle était debout sur une scène majestueuse, dans l'un des plus anciens et prestigieux théâtres de Paris. La salle, tout en velours rouge et dorure patinée, était pleine à craquer. Le public était venu assister à sa première performance en tant que soliste dans une grande salle de concert. Elle n'était plus une enfant. Elle n'était pas non plus une célébrité. Elle était devenue une musicienne accomplie, respectée pour sa rigueur, sa sensibilité, sa capacité à raconter par la voix ce que tant d'autres n'osaient à peine penser. Dans les coulisses, Camille s'était préparée sans empressement. Les musiciens de l'orchestre accordèrent leurs instruments, les techniciens réglaient les lumières, mais elle restait calme. Elle portait une robe sobre, sans extravagance, choisie pour son confort et sa liberté de mouvement. Elle n'avait pas besoin d'artifice. Son art suffisait. Elle tenait dans les mains un carnet abîmé par les années, celui où elle écrivait, enfant, les paroles des chansons qu'elle aimait, qu'elle chantait dans la rue pour aider sa mère. Avant de monter sur scène, elle le feuilleta une dernière fois, trouva une page annotée en marge par Élise. « Chante toujours avec vérité, pas pour briller. » Elle referma doucement le carnet, le glissa dans son sac et s'avança vers la lumière. La salle se tut dès son apparition. Ce silence, elle l'avait tant cherché autrefois. Ce n'était plus le silence de l'indifférence, mais celui de l'écoute. Elle inspira, leva les yeux, puis entama le premier morceau. Sa voix remplit l'espace avec précision, profondeur, retenue. Ce n'était pas la démonstration d'une technicienne, c'était le récit d'un parcours. Chaque note semblait porter un fragment de mémoire, chaque respiration contenait la trace d'un chemin. Elle ne chantait pas pour impressionner. Elle chantait parce que c'était encore et toujours ce qu'elle savait faire de plus juste. Dans la salle, Élise était assise au premier rang. Sa santé, désormais stable, lui permettait de vivre avec une certaine autonomie. Elle travaillait toujours à distance, avait évolué dans son poste, coordonnait aujourd'hui une petite équipe. Elle n'avait jamais cessé de croire en Camille, mais voir sa fille sur scène, dans ce lieu devant ce public, dépassait toutes ses attentes. Elle n'applaudissait pas bruyamment. Elle souriait, les mains jointes, les yeux humides, le cœur en paix. Elle n'avait pas besoin de dire quoi que ce soit. Tout était là. Julien, assis quelques sièges plus loin, observait la scène sans chercher l'attention. Il ne portait ni badge, ni costume tape à l'œil. Il était là comme un spectateur parmi les autres, mais aussi comme un témoin silencieux de ce qui avait été rendu possible par une série de choix, par la volonté de construire au lieu de secourir. Il se souvenait parfaitement du premier soir, de la voix de Camille dans la rue, de la fatigue dans les yeux d'Élise, de l'hésitation dans leurs paroles. Et maintenant, il la voyait, droite, maître de son art, maître d'elle-même. La dernière chanson fut une composition de Camille. Elle ne l'avait jamais chantée en public. Elle l'avait écrite quelques mois plus tôt, inspirée par ses souvenirs, mais aussi par les lettres qu'elle recevait encore de temps en temps d'autres jeunes qui avaient été touchés par son histoire. Les paroles, simples, racontaient la transformation lente d'une voix ignorée en une voix entendue. La mélodie, douce au départ, gagnait en intensité à mesure que les couplets avançaient, comme une marche intérieure. Quand elle termina, le silence fut total, suspendu dans l'air. Puis les applaudissements éclatèrent. Pas une simple salve polie, mais une ovation.
Le public se leva, frappant dans ses mains avec une énergie rare. Camille s'inclina doucement, remercia l'orchestre, le chef, puis fit un pas vers le devant de la scène. Ses yeux cherchèrent un point précis dans la salle. Elle le trouva. Elle sourit, leva le micro et dit « Je voudrais remercier ceux qui m'ont permis de chanter sans honte. Ceux qui m'ont offert du temps, de l'attention, pas seulement de l'argent. Ce soir, je suis là parce que je n'ai pas été seul, parce que quelqu'un m'a écouté, m'a respecté et a cru que j'étais capable d'apprendre, pas seulement de survivre. » Elle se tourna vers Élise. « Maman, tu es la première à avoir cru que ma voix valait quelque chose, même quand elle tremblait. C'est pour toi que j'ai chanté au début, et c'est grâce à toi que je chante encore. » Elle regarda ensuite vers Julien qui restait immobile, visiblement ému. « Et toi, tu m'as donné plus qu'une chance. Tu m'as donné un avenir. Tu ne m'as pas sauvé. Tu m'as fait confiance. Et c'est ce qui m'a sauvé. » Puis elle conclut. « À tous ceux qui doutent, parfois une voix suffit, pas pour changer le monde, mais pour en éclairer un morceau. Juste assez pour marcher plus loin. » Les applaudissements reprirent, plus forts encore. Des larmes, discrètes, coulèrent sur des visages dans la salle. Ce n'était pas un triomphe artificiel, pas une revanche. C'était l'aboutissement d'un long parcours de dignité. Camille s'inclina une dernière fois, puis quitta la scène sans se retourner. Dans les coulisses, Marianne l'attendait, les yeux brillants. Elle ne dit rien, lui prit les mains et les serra fort. Camille sourit, puis alla rejoindre sa mère et Julien, qui l'attendait à la sortie, loin des flashs. Ce soir-là, dans les rues de Paris, la ville semblait plus douce. Non pas parce qu'un miracle s'était produit, mais parce qu'une histoire née dans le froid et la précarité avait trouvé une issue faite de constance, de travail, d'écoute. Camille ne chantait plus pour survivre, elle chantait pour vivre, et cela faisait toute la différence.